Jan Kite est co-directeur des fouilles et coordonne une équipe internationale d'archéologues. Ils ont découvert ici des habitations préhistoriques, manifestement bien plus sophistiquées que des abris de chasseurs-cueilleurs. Selon eux, il s'agit d'un petit village, l'un des premiers villages permanents au monde. Les hommes commençaient à planter leurs racines. C'était un village d'environ 40 ou 50 personnes qui vivaient au même endroit. Il devait y avoir un ensemble de huttes ovales partiellement creusées dans le sol. Et c'était certainement la première fois que des gens s'installaient pour vivre en véritable communauté. La datation au carbone a permis d'établir que le village a été construit il y a 11 500 ans, c'est-à-dire au moment où la sécheresse prenait fin au Moyen-Orient. Mais comment était-il possible de nourrir un village entier alors que les temps étaient si durs? Après 4 ans de fouilles à Dra, les archéologues pensent avoir trouvé une réponse. Elle réside dans cette construction exceptionnelle. On peut voir le contour d'un mur de boue qui faisait tout le tour, ici. Et à l'intérieur, il y a une série de pierres dressées qui ont été taillées. On voit qu'il y a des encoches. Par-dessus, il devait y avoir des planches qui soutenaient un plancher. Donc en fait, on obtient un environnement sec où l'humidité était maîtrisée. Et ils pouvaient prendre des céréales, n'importe quelle plante, pour les faire sécher à l'intérieur, à l'abri des insectes, de l'humidité et des infiltrations d'eau. Il s'agit donc là, selon nous, du premier grenier à blé au monde, un endroit où ils pouvaient stocker de la nourriture toute l'année. Leur hypothèse est donc que ce grenier à blé était une construction ovale en boue, s'élevant au centre du village, un endroit où l'on pouvait stocker des céréales collectivement. Et c'est principalement du blé et de l'orge qui étaient ainsi entreposés. Car si d'autres espèces de plantes avaient disparu, ces graminées céréalières étaient assez robustes pour survivre et assez résistantes pour être stockées pendant plusieurs années. Mais dans une période de pénurie, comment pouvait-il y avoir assez de céréales pour remplir un grenier à blé? La réponse suggère un changement radical dans le comportement humain. À un moment donné, confrontés à la sécheresse, les hommes ont commencé à faire pousser leur propre nourriture. Dans l'incapacité de conserver un mode de vie nomade, ces communautés ont dû rester proches des rares sources d'eau qu'elles pouvaient trouver et planter autour des champs de blé et d'orge. Plutôt que de suivre les sources de nourriture, pour la première fois, des gens ont commencé à conserver ces ressources avec eux. Pas seulement des produits qu'ils avaient cueillis, mais aussi des graines qu'ils faisaient pousser à côté de leur village. Et c'est vraiment la première fois qu'on voyait cela, n'importe où dans le monde. Ainsi, au Moyen-Orient, les hommes de l'âge de pierre sont devenus des agriculteurs, les premiers agriculteurs au monde. À l'évidence, le passage à un mode de vie agricole représente un tournant dans l'histoire de l'humanité. Ceux qui sont restés des chasseurs-cueilleurs étaient dans l'incapacité de produire autant de nourriture que les agriculteurs. De plus, leurs aliments ne pouvaient généralement pas être conservés. Ils allaient donc se trouver désavantagés de façon permanente. Il me fallait donc maintenant découvrir dans quelles autres parties du monde les hommes préhistoriques étaient devenus agriculteurs. Et si j'arrivais à établir un lien entre la propagation de l'agriculture et celle de la civilisation, je serais presque en mesure de répondre à la question de Yali.
Durant la préhistoire, peu de régions du monde ont développé une agriculture autonome. Peu de temps après le Moyen-Orient est venu le tour de la Chine où des hommes se mirent à cultiver une autre graminée céréalière à haut rendement, le riz. Des poches d'agriculture apparurent également dans les Amériques, basées sur le maïs, les courges et les haricots. Plus tard en Afrique, des populations firent pousser du sorgho, du millet et des ignames. Et dans la plupart des régions où l'agriculture se développa, elle engendra dans son sillage des civilisations relativement importantes et avancées. À une exception près, une région où l'agriculture n'a pas apporté les mêmes bénéfices, les montagnes de Nouvelle-Guinée. « 50 ans durant, les Occidentaux qui avaient colonisé la Nouvelle-Guinée crurent que les hautes vallées de l'intérieur étaient inhabitées. En fait, c'étaient les régions les plus densément peuplées de l'île et elles abritaient l'un des plus vieux systèmes d'agriculture au monde. Les archéologues pensent aujourd'hui que les Néo-Guinéens pratiquent ici l'agriculture depuis presque 10 000 ans, soit depuis presque aussi longtemps que les populations du Moyen-Orient. C'est incroyable de penser que le peuple de Yali comptait parmi les premiers agriculteurs au monde. Mais si les Néo-Guinéens cultivaient la terre, pourquoi n'ont-ils pas été propulsés sur la voie de la civilisation, comme les populations du Moyen-Orient, de la Chine ou d'Amérique centrale? Pourquoi n'ont-ils pas fini par produire leur propre cargo? Les agriculteurs néo-guinéens étaient sûrement tout aussi doués que leurs homologues partout ailleurs dans le monde. Alors, où était la différence? L'agriculture des montagnes était basée sur des produits comme ces racines de taro, qui sont très différentes des céréales. Le taro demande beaucoup plus de travail. Il faut planter chaque plant un par un, à la différence du blé pour lequel il suffit de tendre le bras pour semer les graines. De plus, ces cultures de Nouvelle-Guinée ne peuvent pas être stockées pendant des années comme le blé. Elles pourrissent vite et il faut les manger rapidement. Elles sont aussi moins riches en protéines que le blé, donc ces agriculteurs de Nouvelle-Guinée souffraient de carences protéiques. Ce qui m'a conduit à pousser ma réflexion. À l'évidence, l'agriculture avait joué un rôle central dans l'histoire des inégalités humaines. Mais tout aussi important avait été le type d'agriculture pratiquée. Les hommes qui avaient accès aux cultures les plus productives sont devenus les agriculteurs les plus productifs. En fin de compte, il fallait avoir la chance et la géographie de son côté. C'est une thèse audacieuse. Les inégalités de notre monde seraient nées des produits agricoles que nous mangeons. Selon Jared Diamond, les Américains ont eu l'avantage sur les Néo-Guinéens parce que depuis des siècles, ils cultivaient des plantes plus nutritives et plus productives. Des céréales comme le blé qui fournissent environ 1/5 de toutes les calories qu'ils absorbent. La richesse de l'Amérique moderne n'aurait jamais pu naître de la culture du taro et des bananes. Mais c'est une thèse qui paraît presque trop simple. Les plantes seules ont-elles vraiment le pouvoir de façonner l'histoire humaine ? Ou un autre facteur est-il intervenu? Un autre élément qui explique la division du monde entre nantis et démunis. « 9000 ans avant notre ère, les premières communautés du Moyen-Orient ont laissé la place à des villages bien plus grands. Un changement d'échelle lié à une agriculture devenue plus productive. Les villages sont désormais entourés de champs de blé et d'orges domestiquées. Et en plus, ils disposent désormais d'une autre source régulière de nourriture.
Il y a 9000 ans environ, on assiste à une transformation remarquable des interactions entre humains et animaux. On voit s'amorcer un processus de domestication des animaux, ce qui signifie que les humains maîtrisent les déplacements des animaux, leur alimentation et leur reproduction. Au lieu de devoir partir à la chasse, on dispose toute l'année d'une réserve de viande sur pied, plutôt que de dépendre des variations saisonnières du gibier sauvage. En plus de la viande, les animaux fournissent aussi du lait, une source régulière de protéines. Leurs poils et leurs peaux peuvent également être utilisés pour fabriquer des vêtements qui permettent de se tenir au chaud. Au fil du temps, les animaux domestiqués deviennent ainsi partie intégrante du nouveau mode de vie agricole. On sait que les communautés qui ont été les premières à domestiquer des animaux avaient déjà des champs de céréales. Donc la combinaison de ces animaux et des plantes constitue un ensemble extrêmement intéressant parce que les deux sont complémentaires. Après la période de récolte, on pouvait envoyer les animaux sur le chaume et ils mangeaient le reste des céréales. Et en retour, les crottes des animaux pouvaient être utilisées comme engrais pour les cultures. Donc l'ensemble était réciproquement avantageux, aussi bien pour les animaux que pour les plantes. Et pour les humains, bien sûr. Les chèvres et les moutons furent les premiers à être domestiqués, suivis par les autres grands animaux de ferme d'aujourd'hui. Tous servirent d'abord pour leur viande, mais s'avérèrent aussi utiles pour d'autres usages, en particulier avec l'invention de la charrue. Avant la révolution industrielle, les bêtes de somme étaient les plus puissantes machines au monde. Un cheval ou un bœuf attelé à une charrue pouvait démultiplier la productivité d'une terre, permettant ainsi aux agriculteurs de produire plus et de nourrir plus de gens. Or, en Nouvelle-Guinée et dans bien d'autres régions du monde, les cultivateurs n'ont jamais utilisé de charrue, car ils n'avaient pas d'animaux capables de les tirer. Le seul gros animal domestique ici, c'était le cochon. Et il n'était même pas indigène. Il est arrivé d'Asie il y a quelques milliers d'années. Alors que l'Europe et l'Asie avaient non seulement des cochons, mais aussi des vaches, des moutons, des chèvres, des chevaux, des buffles, des chameaux, etc. Les cochons donnent de la viande, mais ils ne fournissent aucun des autres produits que l'on obtient de ces animaux européens et asiatiques. Ils ne donnent pas de lait, de laine, ni de cuir. Et surtout, les cochons ne peuvent pas être utilisés pour leur force musculaire. Ils ne tirent pas de charrue ou de charrette. La seule force musculaire en Nouvelle-Guinée, c'était celle de l'homme. Aujourd'hui encore, on ne trouve aucune bête de somme en Nouvelle-Guinée, et les travaux des champs sont presque entièrement faits à la main. Mais si les animaux étaient si utiles pour l'agriculture, pourquoi les Néo-Guinéens n'en ont-ils pas domestiqué eux-mêmes ?